Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Alors aujourd'hui c'est un Morning Bull Live un peu spécial. Tout d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas avoir été là hier, mais j'étais dans un tel état physique et de fièvre que j'étais incapable de faire quoi que ce soit, même de réfléchir. C'est dire c'était pas simple. Donc aujourd'hui je vous fais une dernière vidéo pour boucler cette année 2022, année horribilis s'il en est. Et puis je vais essayer de faire un espèce de mix entre le Morning Bull et le Swiss Bliss. La seule différence, ça va pas être un Swiss Bliss, mais un Worldwide Bliss, puisque je vais vous rajouter encore 6 titres sur l'Europe et 6 titres sur les États-Unis que je vais mettre dans cette espèce de portefeuille virtuel pour 2023. Alors vous verrez, j'ai pas pris non plus des risques inconsidérés parce que c'est pas l'histoire et c'est pas le but, mais on va essayer de faire un truc un peu équilibré pour pouvoir passer une année 2023 plutôt tranquille. Donc commençons par ce qui s'est passé hier. Alors pas grand chose, hein. C'est une fin d'année assez en roue libre comme d'habitude, hein. Comme chaque année, j'ai envie de dire, il se passe jamais des trucs transcendantaux entre Noël et Nouvel An. Mais on fait comme si on y croyait sérieusement. Donc hier, rebond généralisé sur les marchés financiers. La raison principale, c'est les chiffres de l'emploi, les chiffres des jobless claims en fait aux États-Unis. Alors encore une fois, c'est absolument magique parce que finalement, on a appris qu'il y avait un peu plus de gens qui avaient demandé les indemnités chômage aux États-Unis. Donc du coup, c'est une bonne nouvelle. Oui, vous savez, on a un peu tendance à tout inverser, hein. Les Chinois qui rouvrent, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça va augmenter l'inflation. Par contre, plus il y a de gens au chômage, mieux c'est parce que ça va ralentir l'inflation et ça veut dire que la Fed fonctionne. Et si la Fed fonctionne, ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont arrêter de nous monter les taux. Donc plutôt positif parce que c'était une bonne nouvelle. Je vous passe les détails sur la psychologie de marché. Il faut encore noter l'histoire Tesla aussi, puisque comme je le dis tous les jours, bientôt, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on parle que de Tesla. Donc rebond massif sur 2 jours chez Tesla, 8% encore hier, parce que Morgan Stanley a déclaré que c'était un très bon point de rentrée de revenir sur Tesla à ces niveaux-là. Et donc tout le monde s'est jeté dessus parce que c'était une excellente nouvelle. Donc Tesla est remonté assez massivement. Il y a encore un sacré bout de chemin à faire. Mais c'est clair que tout le monde attendait un petit peu ce reversal. Alors est-ce que le moment est arrivé? Allez savoir. Est-ce que c'est un dead cat bounce? Allez savoir. De toute façon, on aura bientôt des chiffres concrets là, les prochaines semaines, des chiffres de vente concrets qui verront si vraiment ralentissement il y a et si ça valait la peine de racheter à ce niveau-là. Je trouve cependant vachement courageux de la part de Morgan Stanley d'être venu se positionner à des niveaux pareils, dans une configuration technique pareille, pour dire que c'était un très bon point d'entrée. Sachant que la règle numéro 1, c'est ne jamais rattraper un couteau qui tombe. Enfin bon, ça c'est personnel. Chacun a été formé auprès des gens qu'il a eu la chance de rencontrer. Donc voilà, globalement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur les marchés. Ça remonte, c'est bien, tant mieux. Mais franchement, il ne faut pas non plus y attacher grand-chose. Aujourd'hui, on a encore une journée de trading, une journée complète. Je tiens à préciser qu'il n'y aura pas d'horaire tronqué, même si le marché obligataire aux États-Unis va terminer 2 heures plus tôt. Alors, en général, ça fait que de diminuer le volume et évidemment, tout le monde est en train de repartir en week-end à la maison pour finaliser cette année, pour fêter le 31 décembre, pour qu'on puisse enfin repartir sur du neuf et quelque chose d'un peu plus propre en 2023, peut-être. Alors maintenant, si on regarde un petit peu plus loin, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Alors, le consensus global laisse supposer que la correction n'est pas complètement terminée, que logiquement, par rapport au hawkishness de la Fed, eh bien, on devrait se retrouver à un moment donné avec une récession. Et avec cette récession, on devrait avoir un nouvel affaiblissement des marchés, ce qui serait plutôt logique. Donc moi je vais vous proposer quelques titres à acheter comme je l'ai fait sur la Suisse la semaine dernière sur le Swiss Bliss. Donc aujourd'hui c'est un Morning Bull Swiss Bliss connecté ensemble. On va faire les deux en même temps, ça m'évitera de faire 2 vidéos parce que je ne sais pas jusqu'à quand je vais tenir avant de m'effondrer vu que j'ai encore 39,5 de fièvre. Donc je vais essayer de vous faire un mélange de ce qu'on peut faire aujourd'hui et ce qu'on peut essayer de construire. Alors vous le verrez, j'ai pris des titres qui étaient assez bateaux, j'ai pas été chercher des trucs hyper extraordinaires. Alors si le marché se comporte bien cette année, vous allez gagner de l'argent. Si le marché se comporte mal, vous allez amortir un petit peu le choc. Mais par contre, vous n'allez pas devenir très riche avec ce genre de configuration parce que des portefeuilles extrêmement risqués, c'est pas à moi de vous les proposer.
c'est plutôt à des gens, on va dire, à vous-même, simplement de trouver les trucs qui vous plaisent le plus pour entrer dans des trades hyper spéculatifs, mais ça devient vraiment du très très personnel. Donc là, c'est un peu un truc global qui permet d'avoir un portefeuille un peu diversifié avec une partie croissance et une partie dividende, parce que je mise beaucoup d'importance sur le côté dividende cette année, comme l'année passée d'ailleurs. Je pense qu'il faut toujours avoir une partie revenu régulier sur des boîtes qui payent des dividendes depuis plus de 20 ans et qui sont stables de ce côté-là. Et je pense que c'est indispensable d'en avoir un petit peu dans les portefeuilles. Donc vous verrez qu'à chaque fois, il y a 3 titres dividendes et 3 titres croissance. Mais avant de passer au chapitre de où est-ce qu'on investit et qu'est-ce qu'on investit, eh bien, je vais juste refaire un rapide retour sur la performance annuelle des marchés puisque c'est le dernier jour de l'année. Alors si on prend le year to date aujourd'hui, eh bien, on va voir que c'est effectivement pas très beau, mais il y a quand même 2-3 trucs qui s'en sortent sur cette année 2022. Alors comme on le voit sur le tableau à l'heure actuelle, eh bien, vous voyez la performance en year to date sur la 4e colonne. Eh bien, donc vous avez la pire performance de l'année qui est inévitablement effectuée par le Bitcoin qui perd 64,32%. Le SOX ensuite derrière qui est en baisse de 35%, puis le Nasdaq. Vous le savez, bref, on sait tous que c'est une très très mauvaise année, mais que finalement, eh bien, vous voyez qu'en Europe, on s'en sort un peu moins. Alors, il y a l'effet euro-dollar qui a compensé un petit peu pour ces indices-là. On a quand même un SMI qui est en baisse de 16,12% et qui est nettement pire que le DAX ou que le CAC, ce qui n'est pas forcément courant dans ce genre d'environnement à garder en mémoire. Mais par contre, sur l'année, eh bien, on voit effectivement que le pétrole se comporte relativement bien. Et puis, ça, c'est pas une surprise. Et puis, alors que, étonnamment, eh bien, l'Angleterre, elle qui a subi le Brexit, termine quand même sur l'année en hausse de 1,37%. C'est à signaler. Et puis, retour de l'argent avec 2,14% de hausse sur l'année, ainsi que le Brésil avec son nouveau président, son ex-nouveau président, et qui se retrouve aujourd'hui en hausse de 4,7% sur l'année. C'est à signaler. Voilà, donc en gros, les performances, on les connaît. C'est une année horribiliste, comme je le disais en ouverture. C'est moche, c'est très très moche. Et puis, c'est pas forcément gagné pour les premiers mois de l'année. Alors comme je vous le disais, aujourd'hui, si on fait de l'investissement classique, si on devait faire de l'investissement par rapport au timing qu'on nous vend aujourd'hui dans les marchés, ça voudrait dire que l'on doit attendre une faiblesse des marchés ces prochaines semaines, on doit attendre la fin de la correction, peut-être pendant le premier trimestre, et ensuite commencer à accumuler. Alors voilà, moi je vous propose des titres qui me plaisent bien. C'est jamais facile de trouver les points d'entrée exactement, donc je ne vous donnerai pas de points d'entrée. La seule recommandation que je vous ferai dans ces histoires-là, c'est que quand vous achetez un titre comme ça sur recommandation, c'est mettez-vous un stop loss 5-10% plus bas pour être sûr que si jamais ça part complètement dans l'autre sens, vous ne soyez pas non plus, on ne se retrouve pas non plus dans 6 mois avec des pertes de 50% sur les positions. Si ces positions-là perdent 10 ou 15% durant le premier trimestre, eh bien, il ne faudra pas non plus insister trop longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas les reprendre plus tard, mais ça va peut-être dire que le S&P 500 est en direction des 3300, voire en dessous. Et là, ça peut aller très très vite. Mais on sera assez rapidement fixé, surtout avec ces histoires de récession potentielle qui pourraient arriver. Alors, je commence immédiatement avec les États-Unis. Et le premier titre que je vous propose, c'est un titre à dividende. Eh bien, c'est ABBV. Alors, ABBV, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, c'est tout simplement celui qui produit le Botox. C'est une espèce de semi-pharma qui produit le Botox. Donc autant vous dire que malheureusement ça fonctionne super bien. Et donc ils ont des très très bons résultats. Et depuis des années, ils payent des dividendes plus que corrects. Alors la question, effectivement, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi on n'en a pas acheté plus tôt? Forcément. Mais c'est un titre qui est dans un trend dossier plutôt intéressant. Comme vous voyez, cette tendance de fond qui démarre en mars 2020 et qui finalement nous permet de continuer jusqu'à aujourd'hui et qui a toujours bien tenu, nous montre que ça devrait aller dans la bonne direction et que là encore on vient à nouveau de croiser les moyennes mobiles, ce qui donnerait plutôt force à cette tendance haussière qui est en train de se développer. Alors de nouveau, on fait du dividende là-dessus, donc ça paye un dividende régulier, stable. C'est une des meilleures dividend players qu'on puisse trouver aux États-Unis. Ça ne va pas forcément vous rendre très très riche, mais sur le long terme, c'est une boîte qui est plutôt hyper intéressante et hyper stable en termes de dividendes et en termes de fondamentaux. Donc aujourd'hui, les targets sur ABBV sont encore 30-40% plus hauts. Donc il y a encore un potentiel de gain en capital, mais par contre en termes de dividendes, eh bien, ça fait partie de mon numéro 1 du jour.
Deuxième choix de cette année, deuxième dividend player aux États-Unis, Johnson & Johnson. Donc Johnson & Johnson, vous connaissez, pharmaceutique, groupe qui fait à peu près tout et n'importe quoi dans la pharma, mais aussi dans le consumer, dans les produits de beauté, dans les produits de nettoyage, etc. etc. Donc hyper diversifié, énorme bateau américain, pas grand chose à craindre du côté de Johnson & Johnson, hyper stable, hyper bon dividend player. Donc là aussi, un peu à l'image de ABBV. D'ailleurs, vous le voyez sur le graphique à l'instant, quand on regarde la performance de Johnson & Johnson et quand on regarde en fait ce qu'elle fait sur sa tendance long terme, eh bien là aussi, hein, il est facile de tirer une tendance de fond où ça ne nous laisse pas trop de doutes sur l'avenir. Alors là aussi, c'est pas un titre où vous allez doubler votre capital en 2023, mais par contre, vous allez toucher un dividende et puis probablement qu'elle va grimper un petit peu sans grande surprise. Il n'y a vraiment pas de choses dangereuses à craindre chez Johnson & Johnson en termes de croissance ou de déception ou surtout d'influence sur les taux d'intérêt. Donc Johnson & Johnson, c'est le numéro 2 de ce choix de dividend player à investir cette année. Le troisième ou les troisièmes, c'est toujours un petit peu délicat. Je ne sais jamais que choisir. C'est Pepsi Cola et Coca-Cola. Vous connaissez le principe, hein, vous avez l'original et la copie, si on veut bien le dire comme ça. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que Pepsi Cola a un avantage, en tout cas historique, assez intéressant, c'est que depuis qu'ils ont un management à majorité féminin, eh bien ça marche mieux que Coca-Cola en termes de revenus et en termes de rentabilité. Le seul problème, c'est que de l'autre côté, eh bien, vous avez Coca-Cola qui, eux, reste Coca-Cola, la base fondamentale de la boisson gazeuse, historiquement le patron dans la théorie, et c'est aussi évidemment la superbe boîte que Warren Buffett a toujours saluée depuis le début de son avènement. Donc Warren Buffett adore Coca-Cola, on dit que le Cherry Coke a été fait pour Warren Buffett, et donc du coup c'est un des deux titres où j'hésiterais. Je pense qu'il faut en avoir un. Pourquoi? Parce que ça reste d'abord de la consommation de base, on va dire, en tout cas aux États-Unis. Les gens continuent à boire des boissons gazeuses, à boire du Coca, évidemment. Après, certains d'entre nous sont plutôt Pepsi ou plutôt Coca. Mais voilà, donc en fait, c'est un choix. À mon avis, ça ne change pas grand-chose que vous preniez ou l'un ou l'autre. Les dividendes sont plus ou moins similaires et la performance est plus ou moins similaire. On dit qu'effectivement, comme je vous le disais, le fait d'avoir un management à majorité féminin fonctionne un peu mieux que les autres sociétés. Alors, je vous montre le premier graphique, Pepsi Cola. Hein, donc là aussi, vous voyez un peu à l'image de Johnson & Johnson ou de ABBV, ben, la tendance est claire. Pas grand-chose à attendre de ce côté-là. C'est de la tendance long terme. Coca, c'est pareil, c'est un tout petit peu plus volatile. Mais peu importe, je veux dire, à la fin, ça revient toujours. C'est vraiment un titre. Coca-Cola, c'est pour ceux qui font du DCA, qui achètent régulièrement les mêmes titres chaque mois, bah, c'est le titre idéal parce que quand vous arrivez à choper des creux, vous avez des relativement belles performances. Pour vous donner un exemple, c'est ce que j'ai fait l'année passée pour un client et franchement, la performance sur Coca en DCA est relativement intéressante dans une année 2022 qui était assez compliquée, comme vous le savez. Passons maintenant au titre croissance. Alors croissance, bah, c'est pas difficile hein, si on veut être un tout petit peu sécurisé. Aujourd'hui, pour moi, en croissance, j'ai choisi 3 titres. Alors, c'est toujours difficile. Est-ce qu'on va reprendre les GAFAM? Est-ce qu'on va prendre autre chose? Alors, j'ai décidé de prendre une partie des GAFAM, mais aussi de tabler sur une autre résurgence de la technologie, les semi-conducteurs. Alors, au niveau des technos, eh bien, je vais acheter Google, Alphabet, autrement dit, parce que je pense qu'aujourd'hui, en termes de valorisation, elle a bien baissé, et que si on veut parier sur un retour de la croissance avec les taux d'intérêt qui commencent à faire un plateau et la potentialité de voir rebondir le marché de ce côté-là, je pense que ça peut être un truc assez intéressant. Alors, comme vous voyez le graphique, effectivement, clairement, on a eu cet inversement de tendance au début de l'année, hein, déjà, ce croisement de moyenne mobile qui aujourd'hui nous emmène à des niveaux relativement bas sur Google. Alors attention, c'est un titre qui peut être évidemment très volatile, on le sait, mais le moment où ce truc-là va commencer à s'inverser et repartir à la hausse, je pense qu'il y aura quelque chose à jouer. Alors attention à la volatilité, attention au niveau de stop loss. Dans un premier temps, moi j'aimerais pas le voir redescendre en dessous des 83 $, parce que ça voudrait dire qu'on repart dans une nouvelle vague baissière.
qui correspondrait un peu à notre scénario de correction massive. Donc il faudra la surveiller pour savoir est-ce qu'on rentre maintenant ou est-ce qu'on attend que ça casse plus bas pour la reprendre plus tard. Mais je pense que néanmoins Google aujourd'hui, en dehors de l'effet croissance qui est un peu impacté par la hausse des taux, eh bien c'est quelque chose qui est clairement sous-valorisé. La question, il faudra aussi retrouver l'engouement global de la part des marchés pour que ce truc-là retrouve un peu de dynamisme et réussisse à réinverser sa tendance et à recroiser ces moyennes mobiles qui sont encore bien éloignées de ces deux côtés-là. La deuxième valeur de croissance que je privilégierais cette année, eh bien, c'est Microsoft. J'ai hésité longtemps entre Apple et Microsoft. Je vous avoue que de cœur, j'aurais plutôt acheté Apple, mais de raison, je me rabats plutôt vers Microsoft. Alors franchement, ça ne change pas grand-chose à mon sens, parce qu'en termes de résultats, en termes de cash, en termes de revenus, en termes de performance globale, il n'y a pas grand-chose à s'inquiéter du côté de Microsoft ou de Apple. Donc vous pouvez prendre ou l'un ou l'autre. Moi, j'ai pris Microsoft parce qu'aujourd'hui, Apple, c'est le titre le plus détenu dans les portefeuilles aux États-Unis. Et je me dis, si tout d'un coup, il y a un nettoyage de fonds et que tout le monde va commencer à taper dessus, Apple risque de souffrir beaucoup plus que Microsoft. Mais encore, ça risque de se tenir à pas grand-chose. Donc, en gros, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que il me paraît relativement intéressant et assez logique d'acheter Microsoft. Il faut quand même noter que Microsoft, depuis des mois et des années, depuis le changement de CEO, depuis l'arrivée de Nadella, n'ont pas fait beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, si Microsoft a une performance pas terrible, c'est pas tant à cause des résultats, c'est plutôt à cause de l'ambiance globale et des tensions sur les marchés et des taux, bien évidemment. Alors vous voyez que contrairement à Google, eh bien Microsoft a l'air de tenir un tout petit peu mieux, est un tout petit peu moins volatile. Alors on peut même se demander si par hasard aujourd'hui on n'a pas trouvé un bottom en venant rebondir dans la zone des 215 $ ici. À surveiller, point d'inflexion à 215, hyper intéressant. Il faudra voir si on arrive à redémarrer ces prochains temps. Si le début d'année est plutôt fast au niveau des technos, je pense que Microsoft peut rapidement remonter en direction des 260. Mais je pense que ce qu'il faudra surtout essayer d'aller rechercher à terme, c'est de retrouver une tendance de fond au-dessus des 300 $ sur Microsoft. Donc je pense qu'il y a un énorme potentiel à jouer sur Microsoft. Je vous aurais pas tenu le même discours il y a 5 ans en arrière, mais je trouve qu'aujourd'hui, ils ont fait vraiment beaucoup de progrès et je pense qu'une grande partie de la tendance baissière est plutôt due, comme je vous l'ai dit avant, à cette notion de de hausse des taux. Je pense que si on arrive à casser les 255 dans cette tendance baissière qui est en place depuis décembre 2021, je pense qu'on aura une très belle surprise au niveau de la société de ex-monsieur Bill Gates. La troisième société de croissance que j'ai décidé de mettre dans cette espèce de portefeuille, eh bien c'est pas une société, c'est un ETF, c'est le SMH, c'est l'ETF qui joue les semi-conducteurs. Alors vous savez tous maintenant, depuis le temps qu'on en parle, que les semi-conducteurs sont un leading indicator et que si croissance il y a, si croissance elle doit revenir, c'est via les semi-conducteurs que ça se repérera en premier lieu. Donc par rapport à ça, je pense qu'aujourd'hui, on a un gros potentiel de rebond à jouer sur les semi-conducteurs. La grande question sera de savoir à quel niveau ça va commencer à démarrer et quand est-ce que ça va démarrer. On va le voir dans quelques instants sur le graphique. C'est pas aussi simple de déterminer à quel moment ça va repartir. Mais quand ça va repartir, d'abord, ça risque de repartir avant le reste de la techno, avant le reste du marché. Il y a toujours une espèce de côté d'anticipation sur les semi-conducteurs. Alors j'ai choisi le SMH parce qu'en achetant ça, au moins je me diversifie. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez le mauvais cheval sur les semi-conducteurs, vous risquez d'être déçu. Et aujourd'hui, j'ai pas envie d'être déçu, j'ai envie de profiter du mouvement global des semi-conducteurs et pas uniquement d'un titre au risque de me gourer complètement. Donc voilà, aujourd'hui j'achète le SMH pour jouer le secteur des semi-conducteurs en 2023. Là encore, il faudra faire attention pour le point d'entrée. Ça peut être maintenant comme ça peut être 15% plus bas. Mais à un moment donné, quand ça va repartir, ce sera une belle performance potentielle quand la croissance sera de retour. Alors, vous voyez le graphique du SMH aujourd'hui. Il est un petit peu gonflé de parler de tendance de fond. Mais vous voyez que globalement, on est en train d'essayer de faire quelque chose qui ressemble à un trend ascendant qui est en train de se développer. Alors, est-ce que c'est maintenant ou est-ce qu'on va encore avoir une nouvelle vague lors de la publication des résultats parce qu'il y aura des déceptions? Mais moi, j'ai l'impression qu'on est en train de se réveiller. Vous voyez aussi que du point de vue moyenne mobile, on est en train de se rapprocher d'une Golden Cross. Donc, il y a un signal qui pourrait laisser supposer que ça va repartir. C'est intéressant parce qu'on dit toujours que ce secteur-là a tendance à repartir entre 3 et 6 mois avant le reste. Alors, peut-être que c'est le début de quelque chose qui est en train de se dessiner ici
et je pense que ça vaut la peine de se positionner là-dedans. En plus, vous avez tout ce côté diversification. Si on part sur l'Europe maintenant, eh bien là aussi, même réflexion, 3 titres croissance et 3 titres dividendes. Alors on commence tout de suite avec le premier des dividend players en Europe, Allianz. Bon alors Allianz, je ne vous le présente pas, hein. De toute façon, grosse assurance allemande. L'avantage c'est qu'ils font tellement de trucs dans la finance qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Ils ont eu des problèmes cette année avec un de leurs fonds qui a explosé plus ou moins, donc il y a eu 2-3 souffrances de ce côté-là, mais ils payent du dividende. Et ce que je sais historiquement parlant, c'est que quand Allianz descend à 160 €, elle finit toujours par remonter à 240. Donc moi c'est un titre que j'aime bien d'abord parce qu'on peut jouer dans la tendance. L'acheter sur faiblesse est toujours une bonne idée. Et la revente sur force est toujours une bonne idée, tout en prenant du dividende entre deux. Donc voilà, moi c'est mon premier chouchou en Europe que j'aime beaucoup en termes d'investissement long terme. C'est pas un truc qu'on achète pour 15 jours, c'est pas un titre de trading, mais pour moi c'est un titre qu'on a et puis qu'on garde tout le temps. Et puis on essaie de jouer les ranges. C'est vrai quand on voit qu'elle est un peu topiche, il faut prendre les profits, attendre qu'elle s'affaiblisse pour la reprendre un petit peu derrière. C'est un peu comme une Novartis en Suisse. Moi, j'aime bien comment elle se comporte. Et en plus, elle vous paye un dividende stable et garanti parce que de toute façon, à la fin, ça reste une assurance. Vous voyez, hein, alors ça, c'est encore sur un graphique sur un peu plus d'une année, 2 ans même. Alors, vous le voyez sur un graphique d'un peu plus on va dire quoi, 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et bien, vous voyez effectivement qu'on a ce côté tendance de fond. 230 là au plus haut. On voit très bien qu'on a de la peine à passer les 230. Quand on arrive sur ces niveaux-là, il faudra prendre un peu les profits, mais autrement, vous avez un dividende plus que correct. Vous voyez qu'elle a fait un creux à 157 € et vous voyez la performance sur ces derniers mois, qui n'étaient pas des mois faciles, eh bien c'est assez spectaculaire et je pense que là, il y a encore largement le potentiel de remonter en direction des 230. Mais autrement, il faut vraiment jouer ce range. C'est une boîte hyper stable. Tout ça, c'est simplement la phase Covid, hein, donc on ne va pas non plus prendre la tête sur cette période-là, mais le reste fait que la boîte est plus ou moins très stable et ça vous permet d'avoir un dividende et une certaine sérénité pour jouer la tendance de fond. Et vu ce qu'elle représente dans le DAX, de toute manière, eh bien si le DAX monte, Allianz montera aussi. L'autre boîte qui a un payeur de dividendes et qui nous permet aussi de jouer le pétrole, c'est Total Energy. Alors évidemment, il y aura plein de gens qui vont dire « Ah oui, mais moi je ne veux pas investir dans le pétrole parce que le pétrole c'est mal et puis en plus, elles ont beaucoup monté ces derniers temps, donc il n'y a pas d'espoir et puis à un moment donné, de toute façon, ça va baisser, etc. etc. » Alors c'est vrai, si on regarde la performance des pétrolières en général depuis 2 ans, prenez par exemple une Exxon aux États-Unis. Exxon a pris quasiment 200% depuis 2 ans. Et alors que Total n'a pas pris autant que ça, elle a pris 60%, un truc comme ça. Donc bon, c'est pas les mêmes profils de société, c'est pas les mêmes marchés, mais ce qu'on va dire, c'est qu'effectivement, il y a eu une explosion des titres pétroliers avec le pétrole, évidemment, et ce qui nous a permis de retrouver pas mal de couleurs dans ce secteur-là. Après, sur le côté ESG, Clean Energy, propreté, et puis il faut pas polluer, effectivement, c'est discutable. Total est une des boîtes qui fait la plus forte transition en train d'essayer justement de passer de ces énergies polluantes à des énergies moins polluantes, donc ils font le boulot pour changer. Donc il y a aussi un truc à jouer dans ce sens-là, si on est un tout petit peu objectif. Et ça, c'est un grand débat, c'est est-ce que je dois acheter de l'armement ou pas, est-ce que je dois acheter du pétrole ou pas. Ça, c'est vous qui savez. Moi, je joue Total parce qu'elle paye un dividende hyper stable régulièrement et que globalement, la tendance de fond est haussière et que sur le secteur, je ne vois pas le pétrole redescendre à 20 $ l'année prochaine. Ça, c'est une certitude, surtout avec les tensions qu'on a évidemment du côté russe et ukrainien. Quand on regarde le graphique, évidemment que c'est beaucoup monté. On est au plus haut depuis bien longtemps, mais vous avez une tendance de fond qui est hyper stable, hyper installée. Alors là, au niveau timing, j'irai peut-être pas acheter aujourd'hui à 59 €. Mais par contre, si on revient sur les 50, évidemment que là, il faudra charger la barque parce que je pense que c'est une boîte qui peut faire ça pendant un bon moment et continuer et toujours un peu plus haut. Donc voilà, moi j'aime bien Total Energy, ça fait plusieurs années qu'elle est dans certains de mes portefeuilles et je trouve que c'est plutôt sympa comme société en termes de rendement et de performance globale. Bon, ça, on est un peu drivé par le pétrole. Effectivement, que le jour où notre ami, le pétrole, va nous faire une correction massive, ce ne sera pas la même histoire. Là, on peut se poser effectivement la question de où va le baril, hein. Je vous rappelle quand même qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le voient y aller plutôt dans cette zone-là.
et que depuis quelques temps, eh bien, il y en a qui ont commencé à dire que ça allait plutôt dans cette zone-là. Donc c'est assez marrant comme d'habitude dans les prévisions, mais on va voir ça dans le début d'année, qui aura raison entre cet objectif-là et cet objectif-là sur le pétrole, mais ça aura aussi des conséquences sur Total, bien évidemment. Néanmoins, on peut être raisonnable en se disant qu'il paraît quand même relativement difficile de voir le baril en dessous des $60 ces prochains temps. La troisième société que j'aimerais vous présenter en termes de dividend player, eh bien, c'est Sanofi. Alors Sanofi pharmaceutique, grosse pharma, qui ont eu des problèmes cette année pour une histoire de patente, enfin bref, on s'en fout. Ça a bien corrigé, la société a tout récupéré derrière, ça paye un dividende, c'est de la stabilité. Il y a toujours des espoirs et des rumeurs de voir Sanofi se faire bouffer un jour ou l'autre ou de se faire avaler par une grande pharma, etc. etc. Donc moi j'aime bien, ça paye un dividende, ça permet de s'exposer un peu à la pharma. De toute façon en Europe, on doit être exposé quelque part à la pharma. Donc moi je choisis Sanofi en France. Aujourd'hui on a vu que malgré les problèmes qu'ils ont vécu cette année, ils s'en sont quand même bien sortis en termes de performance. 3 titres de croissance pour l'Europe également. La première c'est Porsche. Alors pas la holding, la P911 donc évidemment. On connaît l'histoire. Porsche parce que c'est Porsche, parce que ils ont une marque assez spectaculaire qui fait que les mecs ils croulent sous les commandes, que c'est impossible d'en avoir des neuves quasiment de manière naturelle. Donc voilà, c'est une marque qui fonctionne, qui cartonne, qui s'est exposée à l'électrique, mais enfin, c'est notre théorie, mais c'est pas pour ça que je jouerais Porsche. Enfin, Porsche c'est venu en IPO aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un énorme potentiel à jouer là-dessus. Alors où est-ce qu'elle va aller? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça fait partie de ces actions un peu mythiques, à mon avis, qui valent la peine d'être dans un portefeuille. On a vu l'histoire de Ferrari. C'est la seule avec qui on peut comparer un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années. Mais si vous achetiez une Ferrari à l'époque de l'IPO, eh bien ça a littéralement explosé derrière. Il faut laisser un peu de temps pour que les gens les rentrent dans les portefeuilles. Mais en termes de stabilité de la société, en termes de branding, en termes de potentiel de croissance, pour moi, ça réunit toutes les cases. Et c'est un peu, à mon avis, l'image de la Ferrari en Allemagne. Donc, il pourrait y avoir un gros réveil cette année. Et je pense qu'il y a un joli potentiel à faire sur Porsche cette année. Donc, voilà, premier titre de croissance, j'irais m'acheter de la 911 parce que c'est plus facile d'acheter des actions que d'acheter des Porsche elles-mêmes. Alors, voici le graphique de Porsche. Alors, forcément, ça ne donne pas grand-chose puisque ça vient seulement d'arriver en IPO. Mais en tous les cas, pour l'instant, on voit qu'on a consolidé sur la zone des 92. Donc on peut essayer de se dire, on va essayer de la jouer pour rebondir en direction déjà du top et remonter déjà en direction des 112. Donc là, il y a déjà un joli move à faire. Alors techniquement, ça veut strictement rien dire. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ça vaut la peine d'en avoir dans les portefeuilles. Pour mémoire, voici le graphique de Ferrari depuis qu'elle est arrivée en bourse. Donc vous voyez quand même depuis la mise en bourse de Ferrari la performance du titre, sachant qu'aujourd'hui les mecs ils arrivent quasiment plus à livrer des bagnoles. C'est un peu l'image de Porsche. Vous voyez, on est passé de 43 $ jusqu'à aujourd'hui, on est à plus de 200. Donc je parie pas sur forcément le même move, mais aujourd'hui la situation est quasiment similaire. Essayez d'avoir une Ferrari aujourd'hui si vous n'en avez pas acheté 4 avant, ça va être compliqué, et bien ça sera la même chose pour Porsche très bientôt. Deuxième titre de croissance, SAP, software, SAP, ils ont eu du bon, du moins bon, des bons résultats, des moins bons résultats. SAP, ils ont un gros avantage, c'est que c'est un peu la techno en Allemagne, donc dès qu'on a un réveil sur la techno, les gens se repositionnent clairement sur SAP parce que c'est le bon moyen d'aller choper de la technologie. Et donc voilà, donc c'est un truc qui est assez joli en termes de graphique maintenant. Et puis je sais pas, il y a eu des rumeurs plusieurs fois comme quoi il pourrait se faire avaler. Donc comme on est à des niveaux relativement bas, ça peut aussi donner un petit peu un coup de pouce de ce côté-là. Mais si vous avez une boîte comme Microsoft qui redémarre aussi, eh bien vous allez forcément avoir une boîte comme SAP qui va se réveiller aussi. Alors pour l'instant, on n'est bien évidemment pas dans un trend haussier, mais vous voyez que là aussi, alors la bonne nouvelle, c'est que là, on a quand même des choses qui sont en train de se passer. On est en train de croiser les moyennes mobiles, on a un signal de tendance haussière qui est en train de se développer. Si on revient sur la moyenne mobile des 50 jours, c'est un niveau d'achat relativement intéressant pour essayer de rejouer le redémarrage de tendance. Donc moi, j'aime bien ce côté technique qu'elle est en train de dessiner. Elle a vécu toute la période de merde, excusez-moi du terme, de cette année-là. Mais l'un dans l'autre, elle s'en est quand même relativement bien sortie par rapport à d'autres boîtes, parce qu'elle a perdu une vingtaine de pourcents, 25%, alors que d'autres ont perdu 60%. Donc je pense qu'il y a encore un joli potentiel à jouer en rebond s'il y a un réveil de la croissance
aux États-Unis en général et dans le monde bien sûr derrière. Et le dernier titre de croissance que je vais vous proposer aujourd'hui en cette année 2022, eh bien c'est Airbus. Alors Airbus, c'est un titre que je suis depuis longtemps parce que j'ai un amour particulier pour l'aéronautique. Mais ce que j'aime bien chez Airbus, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de valeur durant la période du Covid, puisque forcément les avions ne volaient plus et plus personne n'achetait d'avions. Et aujourd'hui, on n'a pas encore récupéré ces niveaux pré-Covid. Ça fait un moment que je joue cette thématique. Alors on a encore largement 30 ou 40 euros à se faire sur Airbus aujourd'hui. Si ça se réveille un petit peu, je pense que ça va se réveiller un peu. Déjà la réouverture de la Chine, alors en espérant que ça ne parte pas en vrille à cause du Covid, mais si ça rouvre normalement et qu'on a vraiment de nouveau le trafic aérien qui reprend son rythme habituel de plus en plus et les gens revoyagent, vous avez qu'à regarder les profils Facebook vous avez qu'à regarder les profils Facebook de vos amis, tout le monde est en train de voyager, donc à un moment donné, le trafic aérien reprend à plein pot, donc il y aura à nouveau des commandes qui vont arriver. On a vu déjà qu'ils ont déjà signé pas mal de commandes dès les premières réouvertures. Je pense que Airbus aujourd'hui a un potentiel de hausse assez intéressant, et on voit aussi sur le graphique qu'elle bute depuis longtemps sur cette résistance autour des 117, 118 euros. Et je pense que le jour où elle va traverser ça, eh bien, on va vite se retrouver en direction des plus hauts, à savoir des 140. Alors, évidemment, je ne vous propose pas des performances de 400%, mais je pense que ceux qui jouent un peu avec des options, il y a peut-être un truc à jouer le jour où on fait une cassure haussière sur Airbus pour aller chercher la direction des 140 euros dans le premier temps. Mais je ne serais pas surpris de voir Airbus retourner au plus haut dans les mois qui viennent. Voilà, c'est donc ainsi que se termine cette année 2022. L'année prochaine, on va reparler évidemment emploi, on va reparler croissance, on va reparler macro, on va reparler récession, on va parler inflation, comme d'habitude. Dès le début de l'année, on va parler chiffre de l'emploi, et puis on reparlera CPI de nouveau, donc on va repartir un peu dans les mêmes histoires. On aura bientôt les publications du Q4 2022, et on sera parti comme en l'an 40, et on aura d'ici le 15 janvier, je vous le garantis, on aura déjà carrément oublié ce qui s'est passé à peu près en ce moment. Donc en ce moment, les marchés sont à tâtons, et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Voilà tout ce qu'on pouvait donc raconter. C'était la dernière vidéo de l'année 2022. Merci à tous d'avoir été là durant toute cette année. Merci à Swissquote de m'avoir fait confiance durant toute cette année. On se retrouve donc l'année prochaine. Prochaine vidéo le 4 janvier avec le Morning Bull Live. Et puis après, on reprend le rythme normal en espérant que j'ai retrouvé une température corporelle à peu près normale d'ici là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français si ce n'est pas encore fait, de liker cette vidéo, de la partager et passer d'excellentes fêtes de fin d'année cette fois, et à la semaine prochaine. Bye bye.